Manga Galactique épisode 6, épisode spécial. Motoro Mazé, je suis toujours avec Darius, salut tout le monde. Content de vous retrouver pour cette sixième opus de Manga Galactique. Eh ouais, ça avance mine de rien, après un an d'absence. C'est ça. Aujourd'hui, épisode spécial sur donc Motoro Mazé. Moi, on s'est rendu compte qu'il avait sa première œuvre, Kyoichi, ni toi ni moi ne l'avons lu. Oui, Bravo. on l'a découvert en faisant les recherches. Manga, bonjour, ça va ça va bien se passer. Vas-y, raconte-nous un petit peu. Je vais vous faire quand même le synopsis malgré qu'on ne l'ait pas lu. Voilà. Un homme seul dont les amis sont morts pour avoir croisé la route de Kyoichi tente de lutter contre la folie meurtrière des membres de la secte, mais leur leader semble invincible. Et à chaque fois qu'il survit contre toute attente, le nombre de ses adeptes augmente. Donc on est d'accord, on parle d'une secte. Kyoichi, c'est une secte. En fait, voilà. Ouais, okay. Voilà. Et donc, moi, ça me paraît très raccord avec. C'est en un seul tome, hein, pour avoir fait la recherche juste avant. C'est en un seul tome. Et c'est paru en France? Non, merde. Ah, c'est je crois pas. Hein, ça me dit rien. Parce que ça me paraît compliqué. Moi, pour le coup, ça me paraît très intéressant parce que c'est très raccord avec, et on va le voir, Motoro Mazé. Lui, ce dont il aime bien parler, sa problématique sous-jacente, c'est assez marrant d'ailleurs parce que quand on lui demande en interview de parler de ça, c'est pas le truc qu'il dit en premier, sauf que moi je trouve que c'est omniprésent dans toutes ses œuvres, c'est la relation du groupe face à l'individu, ou de l'individu face au groupe, cette espèce de lutte, est-ce que le groupe doit absorber les individus et est-ce que les individus doivent disparaître au profit du groupe ou bien est-ce que les individus doivent essayer égoïstement de survivre au groupe. C'est à mon avis la question centrale et on va le voir hein, chez Motoro Mazé. Version française éditée par Kazé, sortie en 2008. Ah, intéressant. La version de 2012 comprend Limite qui est le pilote du manga Ikigami. Donc on a la chance, parce qu'en France on a cette chance-là, d'avoir traduit ces trucs-là. Ok, très bien, Kyoichi. On va rapidement passer dessus. On va pas pouvoir en dire beaucoup. Par contre, il y en a un dont on va parler, Ikigami. Préavis de mort. Le préavis de mort, parce que Ikigami ça veut dire préavis de mort. Alors, Ikigami, le pitch il est assez intéressant. On est dans une espèce de futur pas très lointain. D'accord, on est dans, ça ressemble quand même beaucoup à notre présent, mais on est dans le futur. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise les nanotechnologies, et dans ces nanotechnologies, on va maîtriser notamment un vaccin qui va être inoculé à toute la population japonaise avant son entrée dans les petites classes, donc on parle d'enfants de 4-5 ans, qui sont vaccinés et qui, du coup, n'auront quasiment plus aucune maladie de toute leur vie. Et donc on est dans un futur très japonais, hein, où on a contrecarré beaucoup de problèmes de maladies, des choses comme ça. Le crime étant très faible, les taux de crime étant très faibles, les gens meurent très peu, voilà. Et donc, le gouvernement considère que la population a perdu la sensation du goût de la vie et de l'importance de la vie et de sa fragilité, surtout. Il va donc déclencher ce qu'on appelle le mouvement de prospérité nationale, qui va donc se charger de faire quoi? Le mouvement de prospérité nationale consiste à vacciner. Alors, il me semble que c'est une personne sur 10 000. Pendant ce vaccin, tous les enfants sont vaccinés à partir de 6 ans. Pendant ce vaccin, en plus du vaccin, on va inoculer à une personne sur 10 000, je crois, ou 5 000, je sais plus. C'est pas beaucoup. 10 000. Ça n'a vraiment pas de bol si ça tombe sur toi. Mais voilà. Et dans ce vaccin, en plus du vaccin, on va inoculer quelque chose qui... 1 sur 1000. 1 sur 1000. 1 sur 1000. Ah quand même, hein, ça fait quand même un paquet. Ouais, quand même. Donc 1 sur 1000, bon t'as quand même pas de bol hein, si ça tombe sur toi. Cette personne qui sera donc inoculée le personne de 1 sur 1000, en plus du vaccin, va avoir des nanoparticules qui le tueront à ses 18 ans pile. Non, voilà. C'est entre 18 et 24 ans. Ouais, et alors en gros, c'est quand est-ce qu'il va mourir, voilà. C'est acté, tu peux pas y échapper. Voilà. Dès que t'es mort. T'as dit Ikigami, voilà. Tu meurs dans les 24 heures. Et donc on va suivre un des agents de cette truc de prospérité nationale parce que le principe est assez... Fujimoto. Voilà, Fujimoto. Le truc est assez drôle, c'est que quand on inocule le vaccin plus les nanoparticules qui vont tuer la personne, donc 1 pour 1000, celui qui mourra, on ne sait pas qui c'est. Personne ne sait qui a dans son vaccin ce qui va le tuer. Sauf que comme les vaccins sont tous repérés, il y a une machine qui retraite tout ça et qui, 24 heures avant le décès prévu de la personne, va recracher son identité en disant voilà, lui, dans
24 heures, il meurt. Il meurt. Et on va suivre donc Fujimoto qui est chargé, lui il fait partie du mouvement de prospérité nationale et lui il est chargé de délivrer donc cet ikigami à la personne en question, le préavis de mort, et donc en disant voilà bah mon ami dans 24 heures vous allez mourir. On laisse... Ça fait un choc. Hein. Ça fait un petit choc. C'est sûr que quand t'es pas préparé, que t'as des ambitions, et on va le voir au travers de l'œuvre. Sera tous à chacun très différentes. Si je peux ajouter quelque chose que tu as oublié en cours de chemin, c'est que si tu te rebelles et que tu décides au contraire de ne pas te laisser faire par rapport à cette loi, les conséquences sont encore plus catastrophiques. C'est-à-dire que tu es considéré comme paria de la nation et tes parents doivent, et ta famille, toute ta famille de manière générale, doit en payer les conséquences, et notamment financières. Parce que on le voit à travers de l'œuvre, en fonction de ce qui s'est passé pendant ces 24 heures. C'est ça. Eh bien, sa famille va payer, elle sera reléguée au rang de paria, ce qui est le pire truc qui peut arriver. Alors ça, c'est typiquement japonais. C'est parce qu'en fait, au Japon, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous êtes le fils ou la tante, ou vous faites partie de la famille d'un criminel avéré, pas un yakuza, un criminel, un mec qui a tué des gens, un fou, peu importe, vous vous êtes mis au banc de la société. Au travers de ça, Motoro Mase va se livrer à une critique de la société japonaise quand même assez sévère, il faut le reconnaître. Et ça, moi, je trouve que c'est intéressant. C'est un euphémisme, j'ai envie de dire. Ouais. Presque ceci étant dit, tu dis société japonaise, c'est un... Pour ceux qui ça pourrait troubler, qui l'ont déjà lu, c'est un pays asiatique qui est non nommé, mais on se doute que c'est... Oui. Enfin, non, dans le tome 5, c'est expliqué qu'il parle avec le Japon, donc non. Ce que je dis, oui, c'est censé être un autre pays. C'est un autre pays. Hein, ça ressemble quand même vachement bien. Oui, vachement beaucoup. C'est quand même vachement. Mais parce qu'on est dans le futur, on imagine que c'est une autre société. Je peux ajouter des détails, puisqu'on n'a pas abordé l'ikigami en lui-même. Le fait d'avoir un ikigami te permet aussi d'avoir accès gratuitement à des tas de choses. Tu as ta carte personnelle, tu as les services publics, les établissements commerciaux, les partenaires dont ils sont. Oui, il y a des partenariats commerciaux avec les mecs qui reçoivent le Kigami. Non, mais la falsification est hautement interdite et terriblement, sévèrement punie. Non, mais c'est fou. La famille reçoit, si tout se passe bien, la famille reçoit une pension de réconfort. Et passe au rang de héros de la nation. Exactement. Voilà, qui d'ailleurs est l'élément central d'un des personnages qui reçoit le Kigami. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, c'est vraiment... il y a une aide psychologique. Voilà. Désolé. Comme ça, j'ai tout remis. Ça peut. Ça peut aider. Tu vas savoir que dans 24 heures, tu vas crever. Non, mais c'est surtout quand t'es les parents d'un gamin qui vient de mourir, par l'ikigami, parce que... Voilà. Donc, il y a, moi, dans cette histoire-là, ce truc-là. C'est pour ce que décide la nation, pour le groupe, pour que la nation retrouve le goût de la vie, parce que c'est ça l'idée de la prospérité nationale, il faut qu'il y ait des enfants qui sacrifient de 18 à 24 ans, comme tu me disais, donc des jeunes enfants au tout début de leur vie, prometteuses ou pas, peu importe d'ailleurs, puisque c'est choisi en random. Et ben ça, c'est à mon avis là le nœud central de l'histoire de Motoro Mase, d'essayer de se dire jusqu'où peut-on aller pour se sacrifier pour le bien-être du collectif. Pour notre pays. Voilà, et ça, je pense que s'il y en a bien certains qui peuvent parler de ça, c'est quand même les Japonais, parce que pour le coup, nous, en Europe, on a tendance à avoir des sociétés de plus en plus individualistes. Là, pour le coup, au Japon, c'est pas le cas. Il y a quand même au Japon beaucoup de choses que le groupe fait pour effacer l'individu, ou en tout cas pour mettre l'individu au pas. Et ça, c'est très bien décrit. On peut même faire le parallèle avec la France, où on est, moi je trouve, en tout cas c'est à titre personnel, qu'on est plutôt dans du 50-50. On va te laisser faire quand même, mais on va avoir cette notion d'aller rallier le groupe pour faire des choses ensemble, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je dirais ça. Cette chose-là, chacun va pouvoir dire. Moi je trouve des associations, ce genre de choses. Oui, on n'est pas encore dans un système américain, heureusement, mais tu me diras, tu viendras peut-être, mais en attendant, je trouve qu'il en train de changer. Il y a encore des choses qui mériteraient d'être approfondies, mais de ne pas tomber dans l'extrême, effectivement, comme au Japon. Donc voilà. Tout ça est dans cette œuvre-là, moi, que je trouve. Et c'est pour ça que cette œuvre est intéressante. C'est justement à cause de ça. C'est parce qu'on a tous ces aspects-là de la vie en collectivité, avec exacerbé dans des histoires qui sont terribles. Pour tout ça, c'est bien beau, mais au final, qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, ce que j'en pense, Ikigami, pour tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que
Déjà, le pitch très intéressant, c'est quand même une histoire qui est quand même pas répandue. Vous trouverez dans Ikigami des ressorts d'histoire, des trucs que vous n'avez vu nulle part dans aucun autre manga. On est sur un récit très adulte, pas dans le sens violent ou sexuel, mais dans le sens du propos très très adulte. Effectivement, on parle très de réfléchi, très compliqué, très réfléchi. Mais en même temps, on a l'impression d'être parfois dans un shonen, quoi. C'est-à-dire que les émotions, elles sont multipliées par 1000. On est vraiment sur des histoires familiales avec l'amour filial Enfin, c'est vraiment très 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 fort comme émotions, puisque quand même le shonen c'est revendiqué de justement développer les émotions fortes, etc. Là on est là-dessus à fond, même si on est sur c'est beaucoup plus approfondi dans un espace-temps court. C'est-à-dire qu'on suit de chapitre en chapitre. Les chapitres doivent faire quoi, une trentaine de pages, quarantaine de pages. Oui, et à chaque fois c'est un personnage. Et c'est très vite, très intense. On te met tout de suite dedans. Les émotions, on les ressent. On s'attache très vite au personnage et puis on pleure presque avec parce que on se dit non mais c'est pas possible, il va. Et oui, il y a ce côté-là très on sait qu'il va mourir. Humain. Oui. En fait, c'est là où c'est différent, excuse-moi je te coupe. C'est là où c'est très différent du shonen parce que tu vois les mecs qui font des trucs de ouf, ils ont des pouvoirs du feu, de la glace, de l'eau, de machin, mais couilles. Là, c'est de l'humain. Ah oui, et puis c'est ça peut t'arriver à toi. C'est-à-dire que bon, j'extrapole, machin, ça peut t'arriver à toi, ça peut arriver à moi, à peut-être si on a des enfants, enfin si moi j'ai des enfants un jour. Ça peut arriver, tu vois. C'est pour ça que c'est si fort et que ça te prend aux tripes, c'est que tu te dis merde. Je pense que on a fait sinon on va jamais avancer. Œuvre suivante. Alors c'est Heads. On est sur Heads. Alors Heads, j'ai appris il y a pas longtemps que c'est une adaptation en fait d'un roman. Donc voilà, donc l'histoire, elle n'est pas vraiment de lui. Maintenant, lui dit qu'il a trouvé très intéressant de l'adapter. On suit les aventures de quelqu'un qui, à la suite d'un braquage, va Junichi Nauruse. Si tu oui, vas-y. J'ai un peu bossé. Non, mais j'ai juste bossé un peu. Je t'embête. Ce personnage-là, qui prend une balle dans la tête, va changer totalement de personnalité. Il va passer d'un caractère en gros, et ça sera très positif. Ce personnage-là, qui est un cambrioleur. Voilà, un cambrioleur, un relou. Enfin, parce qu'au Japon, c'est quand même pas bien vu d'être cambrioleur, même par les gens qui l'aiment bien. Donc voilà. Partout. Et là, tout d'un coup, il va changer de façon de voir. Donc pareil, on est sur un 4 tomes, il me semble. 4 tomes secs, très court. Mais normalement, oui. Et donc l'histoire se tient bien. Il y a ce côté-là, mais pareil, on est sur l'individu a changé. Et cet individu-là, parce qu'il a changé, son rapport à l'ensemble va changer. Et comme ça a changé comme ça du jour au lendemain, de manière complètement inexplicable, ça va apporter des trucs assez intéressants. On retrouve, alors d'un point de vue graphique, on retrouve la patte de Motaro Mase, mais on retrouve aussi sa patte sur le côté... je parle de la société japonaise dans ses travers et dans tout ce qu'elle a de terrible, mais un peu moins, je vous l'ai dit, c'est une adaptation, donc je pense qu'il a dû... Alors, je connais pas l'œuvre originale, j'ai pas lu le roman japonais, non, pas encore. Mais du coup, j'ai pas... mais le manga, je sais pas à quel point il s'est écarté de l'œuvre centrale de l'œuvre d'origine, c'est ça que je veux dire. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme choix, voilà, donc voilà. Mais encore une fois, à voir, à lire. En plus, 4 tomes, franchement, ça se lit vite, quoi. Et l'œuvre d'après. Allez, on enchaîne. Ouais, je suis un mec comme ça. Démocratia, stylé. Moi, je trouve... Alors, on retrouve la patte. Cette fois-ci, on l'a en physique. Voilà. 5 tomes. Le pitch est quand même assez ouf. On va suivre les aventures d'un androïde, d'un robot. Un robot, complètement, typiquement. Sauf que ce robot, il n'est pas fait n'importe comment. Donc, c'est un robot qui, de l'extérieur, est très compliqué. Enfin, c'est impossible de voir que c'est un robot. Donc, c'est un humain. Comme si c'était un humain. Il a voilà, cette apparence-là, c'est une femme, cette femme-là. Là. Voilà. Et, Maille des créateurs, Fuyu de ceux qui... de la suite. Et donc, par contre, là où ça devient intéressant dans cette histoire, c'est que les créateurs décident de faire une espèce d'intelligence humaine collective en disant, voilà, ce robot-là, il sera piloté par une assemblée de gens qui va être choisie, une assemblée de, je crois, c'est 500 personnes 5000 personnes, 3000 personnes. 3000 personnes. 3000 personnes qui sont recrutées par les créateurs pour leur domaine de compétences, pour plein de trucs, pour surtout la capacité à rester longtemps devant leur ordinateur pour pouvoir intervenir, parce que voilà ce qui va se passer. Les 3000 personnes en question vont recevoir en direct le flux audio et le flux vidéo perçu par le Android. Et c'est eux qui vont prendre les décisions ensemble de qu'est-ce que va faire l'Android en direct. Alors vous allez me dire, c'est compliqué un petit peu. Donc les créateurs créent un logiciel exprès pour ça, c'est-à-dire des deux.
Oui, il y en a un qui fait le robot, l'autre crée le logiciel pour gérer l'Android. Alors ça, c'est très intéressant, moi, je trouve. Plutôt exactement. En fait, il fait un logiciel de sondage où seule la majorité peut prendre une décision. Il va le vendre dans une entreprise et du coup, le projet va devenir un projet underground. C'est pour apporter du détail. Ouais. Ça va devenir c'est important dans la suite de l'histoire, c'est pour ça que je dis ça. C'est que cette application, logiciel, enfin, comme vous voulez, est centrale dans l'histoire, puisqu'il ne peut y avoir que la majorité qui décide des actions du robot fouilleux. Pas exactement. En fait, la majorité peut décider de donner la main à un participant. Donc en fait, c'est ça qui est très intéressant. Vous avez, quand les gens disent, par exemple, le robot, faut qu'il se lève, ou faut qu'il tombe par terre, ou faut qu'il mange, ou faut qu'il aille boire, le logiciel va reprendre les 3000 propositions. Il va classer dans l'ordre les 3 premières, donc dans l'ordre de celles qui reviennent le plus souvent. Si tout le monde a dit qu'il fallait se lever, bah, ça arrive en première position, se lever, etc. 1, 2, 3. Et puis, il va y avoir 2 cases supplémentaires qui seront ce qu'on appelle les propositions uniques. Et donc là, en fait, le logiciel va ressortir une proposition qui aura été faite une seule fois sur 3000 personnes. Là, en gros, c'est l'autre bout du truc. C'est-à-dire que les propositions qui ont été faites une seule fois. Ce truc-là est couplé à l'idée que chaque personnage, dans ces 3000 personnes qui interviennent, ont tous leur domaine de compétences. Et il y a des spécialistes. Par exemple, il y a une infirmière, elle est spécialiste de la biologie, des soins infirmiers. Voilà. C'est marqué sur sa feuille et c'est marqué quand elle intervient et qu'elle dit que c'est ça. Et donc... C'est même elle qui va intégrer les mouvements de premier secours à Android. Et donc, cette fameuse assemblée de 3000 peuvent intervenir comme ça. Soit en choisissant à chaque fois le choix qui a été le plus donné, c'est-à-dire que si sur 3000 personnes, 2000 décident que le robot doit se lever et sortir de la pièce, bah, il va sortir et se lever de la pièce. Soit ils peuvent aussi intervenir en disant, tiens, la proposition retenue par quelqu'un qui est un spécialiste du truc, et d'ailleurs dans l'histoire, à un moment, en fait, le robot croise un mec qui fait tomber une maquette, sauf que la maquette, elle est emballée dans du papier qui fait qu'on peut pas savoir que c'est ça. Sauf qu'il y a un mec dans les 3000 là qui dit putain, je sais, c'est une maquette de Gundam, c'est telle année parce que je reconnais au poids et au bruit. Alors que le mec et effectivement, ça va le permettre de... Donc l'assemblée des 3000 va donner la main à ce type-là, qui est le spécialiste des maquettes, et qui va commencer à être le seul à avoir à ce moment-là précis dans cette interaction-là, puisque du coup il rencontre un mec qui est spécialiste des maquettes, lui donner la main pour que lui... Alors, c'est ça qui est assez drôle dans Démocratia. C'est les interactions avec les autres humains. Voilà, et donc c'est ça qui... Alors, il faut savoir aussi que le flux vidéo et le flux audio est anonymisé. Oui. Donc ça, c'est expliqué aussi à un moment, c'est-à-dire que les 3000 ne peuvent pas savoir où est l'Android au Japon. C'est impossible qu'ils le sachent, et donc ils expliquent vite fait. Bon, alors, ça, à mon avis, c'est un arrangement. Voilà. Et en gros, ils expliquent que l'image, elle est trafiquée par voilà, et qu'on ne peut pas reconnaître l'endroit où l'Android. On a une idée de où il est, c'est pareil, on floute les visages, etc. Ils ont vraiment juste la notion de qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qu'il fait, et est-ce qu'il est genre dans la rue ou dans un bâtiment, etc. L'idée de départ de Démocratia, c'est que les concepteurs disent en mettant 3000 personnes aux commandes et de choisir intelligemment ce qui va se faire, on va avoir un être parfait. Un être qui sera capable d'avoir l'intelligence la plus poussée, puisque ça sera l'être humain ultime. Voilà, ça sera la somme des 3000 connaissances des gens sélectionnés. Alors oui, les gens sont recrutés aussi parce qu'ils savent quand même quelque chose. C'est pas, on prend pas le premier kidam venu. Il envoie un virus. Il envoie un virus qui se spread dans les ordinateurs en peer-to-peer. Ça choisit 3000 individus au pif. Oui, sauf qu'on est d'accord que c'est par exemple tous des gens qui ont un ordinateur. Ah oui, pardon. Voilà. Oui, bien sûr. Déjà, voilà, des gens qui savent taper à l'ordinateur. Hein, donc c'est pas le clodo du coin, tu vois. Non mais ça aussi c'est intéressant parce que pour le coup, c'est des gens, voilà, qui sont, voilà, ils se connaissent en vrai. Et mieux que ça encore, les gens peuvent remplir cet Android de connaissances en donnant leurs connaissances. Il y en a un qui lui donne des notions de self-défense, on va voir, ça va intervenir dans l'histoire. Il y en a une, l'infirmière, elle lui donne, voilà, il y en a une qui va lui donner des notions de soins et de premiers secours. Donc voilà, cet Android-là, il va commencer à avoir aussi des réflexes, des trucs qu'il va pouvoir faire de lui-même par réflexe dans certaines situations données. Et à partir de là,
Et ben, démarre l'histoire de démocratie. Et ça part en vrille, mais à un niveau qu'on n'imagine pas. Moi, quand j'ai commencé à lire le premier tome, je me suis dit, là, on va sur un truc de science-fiction, genre à la Bienvenue à Gattaca, là, où on va nous dire que machin. Ça va être tout plat, mais non. Ça part en vrille dans dès le départ. tous les sens, tout de suite. Dès le départ. Dès le départ. Dès les premières planches, là, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est chaud, là. Déjà ouais. À la limite, on pourrait spoiler légèrement. Non. À partir de là, vous avez toutes les bases là pour apprécier. Je voulais dire ça histoire de hyper un peu les gens qui puissent se dire je pense que honnêtement, je pense qu'avec ce qu'on vous a dit déjà là, vous avez de quoi avoir envie d'aller voir ça. Je vous dis en plus ça se lit vite, ça se lit vite. Ouais. Et puis franchement, on a des trucs intéressants là-dedans là sur ce personnage là qui est alors évidemment. C'est pas l'intelligence artificielle qui est mis au banc là. C'est une œuvre qui a quand même une dizaine d'années. Hein. Oui, c'est 2015. Donc on parlait pas d'intelligence artificielle comme on en parle maintenant. Non, c'est surtout que tous les personnages que va rencontrer cet androïde, c'est là qu'est la situation. Un peu comme dans Ikigami. C'est si créé les histoires. Ouais, et on retrouve la trame commune. Et on rencontre la trame commune avec Ikigami, c'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que ce robot va rencontrer un nouveau personnage, c'est là que va se créer une histoire et c'est là qu'il va y avoir un truc. Alors, il y a bien sûr l'idée que ce personnage-là, de ce robot, va évoluer, et on va voir que ça va aller très très loin. Les gens, à force de rapport, en fait, plus l'histoire avance, plus les gens s'impliquent, plus ça crée des nouveaux choix, plus les conséquences deviennent et sont exponentielles en fait. À un moment donné, on part d'une petite rencontre avec le vieux, je sais pas si tu te souviens. Oui. Un vieux. Celui qui va mourir là, qui est tout seul. Exact. Voilà. Et on part de, en fait, les gens sont en mode, en fait, on s'en fout un peu. Et puis au final, non. Mais au final, mais vas-y, on peut l'aider une fois. Mais ça a marché du coup. On va faire. Et puis. Et tu te retrouves à une fin et tu te dis, ouais. Ok, d'accord. Ouais, il y a cette idée-là. Ça escalade pas mal, en fait. Et moi, j'ai trouvé où ça démarre très doucement, quoi. Ouais, après, il y a aussi un truc que moi, je pense que si tu as vu ça, et moi, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que il y a tout d'un coup l'idée qu'il y a un moment, il y a un personnage qui a la réflexion, là. Il y a des moments où, en fait, on voit... donc, ils ont ces 3000 personnes là qui gèrent ce robot, ils ont un forum sur lequel ils peuvent échanger. Et dans le manga, je vais essayer de vous trouver... ce truc-là. Sachant le manga, c'est représenté comme ça. Une espèce d'assemblée de foule de gens qui se font face et qui se parlent. Alors qu'ils sont sur un forum. Hein. Donc l'idée est très intéressante, moi je trouve, d'un point de vue graphique. Et il y en a certains qui ont leur nom, là, dans celui-là, là. Ils ont leur identité et leur nom, on sait qui c'est, et ils avancent à visage découvert. Absolument. Et dans cette même assemblée, on en a des qui sont anonymes. Il n'y a pas de visage. Les visages ne sont pas représentés. Mais parce qu'en gros, et ça, c'est vachement cool. Voilà, ils n'ont pas accepté que dans le forum, on sache qui c'est. Et donc, on a ces personnages-là qui commencent à devenir des personnages phares de cette assemblée de gens. Et, il y en a beaucoup que tu vas retrouver plusieurs fois. Et il y en a qui sont anonymes. Voilà, on a, je sais pas si on le voit bien là. Rapproche-toi. Lui là, qui répond, mais qui est anonymisé, sa tête, on ne sait pas qui c'est. Et ça donne aussi un truc vachement intéressant. Parce qu'il y a de nombreux échanges sur des personnages qui finissent par dire avec ce robot-là, on fait des trucs qu'on ferait pas en vrai. C'est-à-dire que elle vient au secours de certaines personnes, elle se porte devant de trucs, elle essaye de régler des problèmes dans la vie de certains personnages qu'elle va rencontrer. Et les gens même qui font partie de l'assemblée, qui interviennent pour ce robot-là, disent moi dans ma vraie vie je ferais pas ça. Ouais. Et ça je trouve très intéressant, c'est que ce côté-là, tout d'un coup, tu deviens humain au travers d'un robot. Quand même la plupart du temps. Ils sont quand même d'avis positif, ils essaient d'agir dans le bien commun. Même s'ils arrivent, comme tu l'as dit, à très juste titre, souvent ils sont en mode on s'en fout un peu quand même. C'est-à-dire que c'est très représentatif. C'est pas parce que tu vas l'aider que machin. C'est très représentatif d'une assemblée que tu pourrais avoir de 3000 personnes sur Internet. Quand tu vas sur un forum, t'as toujours le mec qui va te dire, qui est là tout le temps, qui envoie toujours un message et qui dit non mais c'est cool, etc. Moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de te dire, c'est les réseaux sociaux, de manière générale, tu vois. Par exemple, Twitter, c'est né que ça. Alors, avec l'idée que, à cette époque-là... Twitter, c'est que ça. Non, mais quand il écrit démocratie, on n'en est pas à ce niveau-là de réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'heure actuelle dans les réseaux sociaux, ça fait 5-6 ans. C'était pas à ce niveau-là. Oui, ça fait 5 ans. Ce qui se passe sur X... Ça fait 5 ans que c'est... par exemple...
C'est X, hein, c'est plus Twitter. Ah oui, mais j'ai du mal. Ça, la j'arrive pas. Ouais, mais j'arrive pas. Oui, bah oui. Sinon, il y a une Musk qui va te mettre une fusée dans ton. Et en plus, ça n'a plus rien. Le pire, c'est que vraiment X n'a plus rien à voir avec. Enfin bon, peu importe. Mais l'idée, c'est ça, c'est que il y a effectivement cette critique-là de ce truc-là. Mais ça, il faudrait qu'on le garde pour un autre auteur là, dont je te parlais. Tu te suis. Lui, pour le coup, il est. Enfin bon. On finit avec Démocratia. Toi, tu m'avais dit que tu n'avais pas kiffé la fin. Ouais. Je l'avais trouvé. En fait, j'ai l'impression qu'on passe de A à Z à des suites de mauvais choix. On a toute une partie du projet qui tombe à la flotte. Et il ne reste plus que les mauvais, comme par pire hasard. Et d'un seul coup, les mauvais, hop là, ils se disent ah bah c'est notre moment. On va prendre notre revanche contre la société et c'est parti, on va faire tout péter, on va faire n'importe quoi. Et on passe d'un truc où les gens sont quand même assez positifs entre eux, ils prennent des bonnes décisions, enfin pas des bonnes décisions, ils prennent des décisions communes, je veux dire cohérentes, à juste des gens qui sont en mode oh bah en fait on va révolutionner tout le système, on va tout faire péter parce que en fait nous on est des gros frustrés, on le montrait pas depuis le début, alors parce qu'ils sont inexistants au départ. Ils sont inexistants, on ne sait même pas qu'ils sont là, on sait pas qu'il y a des rebelles. Ils sont discrets. Ils arrivent d'un coup. On les revoit, si tu travailles bien, on les revoit à certains moments, mais ils sont très discrets. Oui, bien sûr. Ils interviennent très peu, ils sont très vite mis au banc quand il y avait une décision à prendre un peu là. Alors, tu vois toujours des messages, oui, non, faites pas ça, ouais, non, on s'en va les couilles, machin, un truc ridicule. Mais en vrai, comme tu l'as dit, ils n'ont peu d'importance. Et d'un coup, il y a un changement, en fait, et c'est un peu ce que je reprochais aussi à Ikigami, c'est ce changement brutal. Peut-être que si ça avait été amené petit à petit, j'aurais été dit, oh, tu dis, ah. Alors que là, le changement, il est brutal, un peu comme la fin d'Ikigami quand tu passes du volume 4 au volume 5, parce que la narration change. Là, c'est pareil. Là, j'ai senti un changement. Bah, en fait, on était d'une situation A à une situation B. Et d'un seul coup, on plonge dans le drame, à l'extrême, et j'ai genre, en lisant, j'étais en mode, bah, comment ça se fait, genre? Ouais, je veux dire. Moi, si tu pars du principe, si tu gardes en tête le leitmotiv de Motoro Mase, c'est-à-dire, ça va partir en vrille, et ça va partir en vrille vénère, et au moment où tu t'entends pas, enfin, je veux dire, quand t'as lu Ikigami, tu vois de quoi on parle, et ben, moi, ça me surprend pas. Alors après, la vraie question, qui est toujours la question sur les œuvres japonaises, notamment dans le manga, c'est de savoir combien de temps l'auteur a eu pour faire sa fin. Est-ce qu'il a vraiment eu le choix sur le nombre de chapitres pour dérouler sa fin, de faire ça? Ça, c'est une vraie question qu'on pourrait poser. Je pense que dans le cas de Motoro Mase, il n'a pas été... alors, c'est une hypothèse, hein, mais je pense qu'il n'a pas été trop contraint et qu'il a pu faire son choix lui-même. Oui, ça se sent. Parce qu'on n'est pas dans du shonen, là, pour le coup. Ça, c'est une problématique aussi qu'on a dans le shonen, où des fois, faut terminer en 2 chapitres, vite fait terminer, quand c'est pas un seul. Et là, je sais pas à quel niveau il a su faire ces choses-là. Il faudrait voir. Ça, c'est une bonne question qu'on pourrait lui poser. Mais le problème, il est là, c'est que moi, la fin en soi, la forme de la fin ne me surprend pas. Tu me disais sur le timing, ça je peux te rejoindre, peut-être un petit peu brutal, mais là, est-ce qu'il n'y a pas l'éditeur qui est intervenu? Ça, je ne sais pas. Moi, elle ne me surprend pas tant que ça. Maintenant, effectivement, à vous de... Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Là, c'est quoi votre idée de cette fête-là? Et encore une fois, hein, que ça soit Ikigami ou Démocratia, alors... Ikigami, c'est 5 tomes de luxe, donc c'est des 5 tomes qui sont cette taille-là, qui font 2, hein, en fait. Je crois qu'il y en a dans la version comme ça. Et Démocratia, c'est 5 comme ça. Donc, vous trouverez ça, ça se trouve, faites-le, lisez-le. Voilà. Ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus long, je trouve. Après, c'est peut-être ça aussi la question. Peut-être que lui, en tant qu'auteur, il s'est dit, là, je suis au bout de mon truc, j'arrive pas. Je sais pas où je vais. Ce qu'on peut avoir du mal à comprendre, parce que quand on voit la longueur d'Ikigami qui est un peu plus long, hein, que Démocratia, et qu'on voit même les derniers, on se dit ouais, mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Donc pourquoi pas? Peut-être un peu court en tout cas, je dirais. Moi j'aime bien quand c'est court et que ça se termine, parce que pour le coup ça se termine. Mettons que tu mets, excuse-moi, hein, mais mettons que tu mets genre l'épaisseur d'Ikigami sur Démocratia avec que tu développes un peu plus le truc et t'arrives à amener un peu plus la fin, que ce soit moins d'un coup, bam, en fait, tout change. La vraie question, c'est et on passe à cette fin où tu te dis waouh. Et en fait, surtout sur la révélation finale où tu te dis wow. Enfin, moi, ça m'a fait cet effet-là. Je veux pas vous spoiler, mais moi, ça m'a fait l'effet de oh non, genre trop facile. Après, c'est parce qu'en 2025 et que du coup, la société en 10 piges a largement évolué par rapport à tout ça, et donc du coup, tu te dis ah ouais merde. Ou tu peux être
Enfin, je sais pas. Pour le coup, plus long. Dites-nous si vous avez trouvé ça pareil comme nous. Moi, je trouve que ça tombe bien, que c'est bien dans la veine de ce que fait Motoro Umase. Oui, ça par contre, oui. Ça, c'est voilà, sur le timing. Voilà. Et on finit avec Itomoji. Alors, Itomoji, alors là, le pitch, vous allez adorer. Moi, j'ai adoré. Je trouve ça tellement ouf d'avoir cette idée-là. Ça c'est une idée de malade. On va suivre les aventures d'une scientifique qui, toujours pareil, hein, dans un espèce de futur un peu proche, là. Misaki Tamaru. Voilà, c'est exactement de ça dont je parlais, qui fait partie d'un groupe qui va essayer de venir en aide à ceux qui sont frappés de l'Itomoji. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Itomoji? En gros, c'est une maladie provoquée par un champignon. Et cette maladie-là vous fait vous transformer vous-même en champignon sous l'effet du stress. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est pas pour rien que ça s'appelle Itomoji stress mortel. C'est parce que si tu es trop stressé, tu vas devenir un champignon. Dit comme ça, et c'est exactement ça. Hein. Dit comme ça, on a envie de se dire, mais pourquoi tu fais ça? J'ai même envie de te dire, moi j'ai envie de te dire, c'est... Ouais, c'est tellement Motoro Umase. Voilà. Après avoir lu Ikigami et des non, mais là, c'est tellement lui. C'est trop Motoro. C'est trop lui. Non, mais voilà. Exactement ce qu'il y a que lui qui pourrait faire des trucs comme ça. Arrête les herbes, mets-toi aux légumes. Parce que vraiment, mais parce que là. C'est tendu celui-là. C'est chaud. Et là, il faut bien comprendre. Donc, c'est quand vous êtes frappé par cette maladie-là, c'est qu'en plus vous l'avez chopé de quelqu'un d'autre, puisque celui qui se transforme en champignon, il va y avoir un stade terminal où son corps va se transformer en spores qui vont éclater et se répandre dans l'atmosphère. Et là, si jamais vous avez le malheur d'inhaler les spores d'un Itomoji, vous serez contaminé. Et alors le truc qui est magique, c'est que on peut garder cette maladie à vie sans passer dans la phase terminale. Qui conduit à la mort et qui est la transformation d'espèce de bloc. Mais beaucoup de weed, hein, ça devrait aider. Mais voilà, donc il y a cette idée-là, c'est qu'il y a des gens qui savent être contaminés, notamment le personnage qu'on suit. Le personnage principal, elle est contaminée par l'Itomoji, mais elle arrive à maîtriser son stress et donc du coup à pas passer au stade terminal. Et ce qui est assez ouf, et c'est là qu'on retrouve la patte de Motoro Umase, c'est que la seule manière de faire revenir quelqu'un à l'état normal, donc qu'il soit plus champignon, et qu'il passe pas dans la phase terminale où il se transforme en spore volante, là, et qu'il explose, c'est de faire baisser son stress. Et alors ça, c'est assez ouf. Alors vous allez me dire, ils font quoi? Lumière, massage bouddhique, etc. Non. Ils interviennent aux racines du problème du stress, et notamment quand le stress, c'est une séparation brutale avec sa femme et les problèmes de garde de la gamine, ils essayent d'intervenir auprès de la femme pour que ça se calme un peu. Ça se calme. Quand c'est un mec qui a des problèmes dans son boulot, etc., ils essaient d'aller voir l'employeur pour le dire est-ce que vous sinon, la lobotomie, ça marche aussi. Là, c'est pas le cas dans Itomoji, ils essayent pas. Non, c'est ça qui est marrant. Et alors, évidemment, Motoro Umase va s'emparer de ce truc-là pour reprendre tout ce qui est facteur de stress au Japon. Et alors, si vous pensez qu'en France, on est un peu stressé, allez lire Itomoji. Vous allez voir que les sources de stress au Japon elles sont balèzes et que les mecs ils sont capables de se mettre dans des trucs. En même temps, il y a énormément de pression sociale. Oui, sauf que c'est encore une fois la pression sociale que tu as accepté, que l'ensemble de ton truc a accepté. C'est-à-dire que nous, ça se passera en France, t'aurais la moitié des gens qui te diraient mais t'as craqué en fait de me parler comme ça ou de faire des trucs pareils. Voilà. Et donc ça, c'est encore une fois très japonais, mais on va retrouver des trucs qui sont très parlants pour même des occidentaux. Donc ça, moi je trouve ça très intéressant. Bon, alors il y a les côtés, il y a un côté très film d'action là où les courses poursuites entre voitures et blob. Ça, moi j'ai trouvé ça. Mais tu te dis, mais ça doit être une folie. Tu t'arrêtes de lire et tu dis, comment à quel moment t'as inventé le mec qui poursuit un blob qui glisse sur la façade d'un immeuble pour aller rejoindre tu vas trop loin, mon ami. Voilà, donc il y a ce truc-là. Et pendant ce temps-là, la meuf qui est au téléphone pour dire, il faut absolument que tu chopes sa femme pour qu'elle arrête de le stresser, de lui envoyer des messages diffamants sur Internet. C'est que des trucs comme ça. Ah, c'est inquiétant. Donc, pas mal, ça a l'air sympa. Hein, moi, je trouve que comparé à Ikigami et à Démocratia, on est là sur une œuvre qui perd un peu de son sérieux, en vrai, par ce côté-là, ce côté un peu grandiloquent, l'espèce de transformation en champignons qui sont parfois, voilà. Mais par contre, je trouve qu'on a gagné en gravité, puisque pour le coup, on est sur des trucs... Parce que, par exemple, je prends l'exemple de l'Ikigami, il était très facile de se défaire de l'intro ou du pitch en disant « Mais non, mais c'est un truc japonais, ça. Jamais on arrivera à tuer des gens de 18-24 ans, là. Dans aucune société, ça n'arrivera. »
Par contre, là, tous les cas de figure de stress qui arrivent aux personnages, là, c'est des cas de figure qu'on a tous soit vécu, soit un proche a vécu. Les divorces, le burn-out professionnel, les stars qui sont poursuivies par leurs fans. Enfin, il y a vraiment les situations de stress, elles sont toutes connues et archi connues, et elles sont ultra identifiables. Et c'est ça que je trouve très fort, moi, dans Hitomoji, c'est que, alors, après, comment c'est réglé et comment ils arrivent à trouver des solutions pour régler le problème, ça, c'est un peu moins, voilà. Okay, mais j'ai trouvé que là, par rapport aux autres, on avait... Alors, cette histoire de champignon, je ne sais pas d'où il a sorti, je serais très curieux de savoir. J'ai pas trouvé d'interview de lui là, qui parlait de ça, parce que c'est quand même, c'est quand même une œuvre très récente. Mais c'est à voir. Pareil, hein, Hitomoji 4 tomes. 4 tomes, ok. Donc, important de préciser les noms de... Ouais, et puis l'histoire est finie en 4 tomes, ça se tient bien, machin. Là, pour le coup, je reprendrai ce que tu avais dit pour Démocratia. Je pense que Hitomoji aurait pu continuer un petit peu plus. Mais je pense que le postulat de départ du champignon, là, c'était too much. Là, je pense que là, il a perdu des lecteurs en cours de route qui ont dû dire non, mec, là, toi, champignon, tu vas trop loin. Avec des... Ah oui, il y a des histoires de fusion à un moment entre champignons. Ah ouais, non, mais énorme. Et ouais, tu t'es dit, mais... Bah, c'est pas justement comme ça qu'ils se reproduisent. Non, ils se reproduisent parce que les spores, quand le mec, quand sa tête se transforme en espèce de bulle noire là et qu'elle finit par exploser, c'est là que les spores c'est pareil, hein, ils essaient d'anticiper. Ça me dégoûte. Ils essaient d'anticiper le coup en empêchant que les spores se répandent quand il y a un mec qui arrive en phase finale, mais comme ils étaient en train d'essayer d'abord le sauver, bah c'est compliqué. Je te passe les phases assez drôles de discussion dans les locaux de l'hôpital où le mec est dans une bassine. Il est en blob dans une bassine et il y en a 3-4 autour de lui en train de discuter. Bah alors, ça va pas bien. Raconte-nous ce qui va pas. Avec l'idée qu'en plus, effectivement... Alors oui, ça... Okay, du coup, on peut même dire que il sort de son carcan habituel où il est très sérieux et là, c'est un peu plus détente, quoi. Bah alors, moi j'ai trouvé ça drôle, mais c'est pas drôle en vrai. C'est-à-dire que c'est pas écrit comme un truc marrant. C'est-à-dire que c'est pas fait. Je pense pas que ce soit fait pour ça. En tout cas, c'est pas fait pour rire. Je pense pas que ce soit fait pour ça. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'à un moment, tu te dis mais pourquoi? Mais déjà Ikigami, tu vas loin, mec, mais là t'es trop loin, je te vois plus. Et ça, c'est un peu ça l'idée. Mais je pense pas que c'était fait pour rire. Je pense pas que ça fasse pas. Je pense pas que ça fasse rire. C'est toujours très sérieux, dans c'est très grave. Sérieux, hyper grave, hyper. Et il y a ce côté-là. Donc voilà. Et ah oui, il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est que un des problèmes que rencontrent les sauveteurs de l'Hitomoji là, c'est que la plupart des gens ne veulent pas parler de leurs problèmes. Voilà, c'est aussi ça l'idée, c'est que le stress s'accumule. Ah, ça aide pas, ça. À partir du moment où tu as un problème et que t'en parles pas. Sauf que ça, au Japon, apparemment, ça a l'air d'être leur problème. Vraiment, ils ont des problèmes et ils en parlent pas. Ils trouvent ça normal et ils s'assiedent dessus. Il y a plein de gens qui ont des problèmes, ils ne veulent pas être aidés. Puis... Bah ça, je trouve que c'est pas mal pour le coup. C'est un truc où notamment, il y a plusieurs. Alors, je vous passe le détail. Hein. Il y en a qui s'en sortent, d'autres qui s'en sortent pas, etc. Ça aussi, je trouve très intéressant chez Motoro Mase, c'est que il a pas une vision manichéenne des trucs, c'est que ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Il y a pas de, c'est pas parce que je suis le héros que ça va se sortir. C'est parce que t'es un gros con que tu vas pas t'en sortir. Exactement. Ceci dit, avec Ikigami, on avait été bien habitués. Hein. Tout le monde meurt. Voilà. Voilà. On va pas commencer à faire des histoires avec des gens qui survivent, hein, ça serait trop moche. Donc voilà. Surtout ceux qui sont en pleine ascension là. Et ça leur coupe les ailes. Allez, bonne nuit. Et non, là pour le coup, il y a de temps en temps. Alors c'est pas 50-50, hein, c'est du Motoro Mase. On va quand même pas faire un truc avec Mickey. Hein, mais il y a quand même des issues favorables. Il y a quand même des trucs intéressants. Mais à chaque fois, encore une fois, ça se tient. Moi, c'est ce que je retiens de Motoro Mase, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que pour le coup, malgré ces pitchs de départ complètement improbables là, et ces histoires complètement ouf, les raisons, les arguments, la manière dont ça se déroule et où est-ce que tu arrives à la fin de l'histoire, ça sort pas de nulle part, ça par contre. On n'est pas dans un Naruto là où tout d'un coup, pouf, ah bah tiens, je suis devenu plus fort. Mais pourquoi? Parce que pendant que tu me regardais pas, je m'entraînais. Alors, t'entraînais fort, ouais, et puis longtemps, oui. Voilà. Je crois que le pire, c'est à la fin, quand il se met à rêver quand il a les visions qu'il est le
le descendant du gars qui a créé le chakra. Oh là là, tu m'as perdu là. Bon, il est à moitié creux, pardon. Toujours c'est pas le sujet, là on est sur Motaro Mase. Mais... Toujours est-il que Motaro Mase, là il a ce truc là pour lui, c'est que il fait des fins des trucs qui s'en mangent bien et qui sont logiques et qui a le comment dire le toucher pour trouver ces trucs là où on se dit mais c'est quand même incroyable et en même temps on dit bah ouais mais non en vrai si tu suis l'histoire c'est obligé que ça se passe comme ça. Ça moi je trouve ça assez fort de pas faire des twists scénaristiques pour faire des twists justement mais juste de faire des trucs et qui restent des twists au final parce que quand tu arrives devant le truc tu te dis mais non. Ouais. Oui, t'as quand même une émotion. Mais que t'es aimé ou que t'étais pas aimé, tu te dis mais tu dis j'aurais fait ça. Oh mais merde. Et en vrai, tu y retournes parce que c'est tellement bon. Ben ouais. non, c'est vraiment. Ouais, il a cette vision de la société japonaise très, pas très adulte, mais en fait très critique, mais tout en mettant quand même du positif, tu vois. C'est-à-dire que ils sont soumis dans Ikigami à l'autorité, mais quand même, ils arrivent à se reposer des questions. Il y a eu de la trahison. Ils essaient quand même d'échapper à ce truc. Mais, en fin de compte, la fin est là, tu vois. Ouais. Dans Démocratia, c'est une critique des gens, tu vois, du comportement des gens. Partout, Ikigami, Itomoji. Itomoji, c'est pareil. Itomoji, c'est... Il y a certaines personnes... il y a un moment, t'as envie d'intervenir dans l'histoire, tu te dis, mais c'est de sa faute s'il est dans cette merde. C'est quand même à cause de ce comportement de connard qu'il est transformé en champignon. C'est bien fait pour sa gueule. Et donc, il y a ce côté-là, un peu comme dans Ikigami, là, comme tu le disais, il y a des connards, il y a des pas connards, il y a des randoms, des lambdas. Ça, moi, je trouve ça très intéressant de mettre en perspective ça, encore une fois, toujours pareil. Itomoji, il y a aussi cette idée-là, c'est que... il y a un côté où cette agence-là qui lutte contre ce champignon-là, ils ont des partenaires qui sont les représentants du gouvernement qui leur disent c'est marrant vos histoires, mais ça coûte cher parce que les structures qu'ils ont pour mettre les mecs dans des bacs, là, les stabiliser, etc., aller chercher des mecs à l'autre bout du Japon pour intervenir pour que le concert ait lieu à une autre date, enfin que des trucs comme ça. Vraiment chercher. Ça se coûte super cher pour sauver 2-3 pélos parce qu'ils sont pas très nombreux. Ça rentre en ligne de compte à un moment et il est question qu'à un moment que le service disparaisse parce que justement le gouvernement dit bon on va arrêter vos conneries là parce que ils ont qu'à se transformer en champignons, c'est pas si grave. Sauf qu'évidemment le héros principal il sait que si les sports se répandent de manière plus générale ça va être un enfer. Ah bah c'est épidémie, voilà, donc, même pandémie. Voilà, donc voilà. Alors tiens, ça c'est marrant parce que en y repensant, j'ai pas souvenir de la fin, donc elle devait pas être terrible en fait. À voir. Tiens, je vais le relire. Mais bon, mais si vous aussi vous pouvez le lire là, Itomoji, pareil, comme pour les autres, je serais très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Ouais, laissez votre avis en commentaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a parlé de Motaro Mase. Moi, je trouve que c'est un auteur dont on parle pas beaucoup dans le paysage du manga. C'est quelqu'un qui fait des œuvres qui sont quand même assez incroyables. Allez le lire. Dites-nous ce que vous en pensez parce que encore une fois, le shonen c'est sympa, mais il y a d'autres trucs. Et ça, c'en est un. C'était l'intitulé de l'une de nos vidéos d'ailleurs. Et ben c'est le principe du manga galactique. Ce fait que tu rappelles les anciens. Je redis, vive les vieilleries. On reste sur les vieux. On reste sur les fondamentaux. On va pas lâcher l'affaire, on sera là. Donc voilà, faites ça parce qu'encore une fois, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, que vous likez, machin, que vous m'aimiez pas. Moi aussi, je vous aime pas. Non, par contre, dites-nous ce que vous avez pensé de Motaro Mase parce que là, au travers de ces œuvres, ce mec-là envoie un message, envoie un truc. Il serait dommage de le louper, quoi. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, on s'arrête là. Merci. On se retrouve dans Manga Galactique 7. Exact. À très vite. Ciao, ciao. Des bisous. Ce sera coupé. Hein. Ah bon? Oh merde. Bah oui.